Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir a acompañarnos a este acto de presentación. Gracias, en primer lugar, como es lógico, a Abdel Atalla. Ya es la segunda vez que está con nosotros en la Fundación Tres Culturas. Estuvo recientemente en la primavera en Granada, en el Tres Festival. Y gracias, por supuesto, a Nayat El Hasmi, sobre la que después diré una palabra, si ella me lo permite. Bueno, yo, como director de la Fundación Tres Culturas, ya creo que me habéis visto en más de una presentación de libros, sabéis que suelo ser muy corto, pero hoy me va a permitir que diga dos o tres cositas más, porque hay un par de cosas que me gustaría subrayar. En primer lugar, para que no se me olvide, y porque es importante, quisiera agradecer de forma muy directa y muy cordial la colaboración de Cabaret Voltaire, esa editorial que con tanto mimo cuida todas las publicaciones mediterráneas y que para nosotros, para los lectores españoles, pues francamente es una joya que podamos contar con una editorial como ella. Y, por supuesto, me gustaría destacar la colaboración inestimable del Instituto Francés. Esta mañana hemos estado con Marie-Christine, que está aquí acompañándonos en Madrid, en la presentación de la programación cultural de Francia para este año, que va a estar dedicada a Europa y al debate europeo. Y creo que esa misma presentación ha servido para comprobar no solo las buenas relaciones que tenemos como Fundación con la Embajada Francesa y con el Instituto Francés, sino también que esa colaboración pues, va a seguir aumentando y nosotros mismos como Fundación vamos a colaborar en esa temporada que hoy se ha presentado con un acto que celebraremos aquí en la Fundación y que ya os anunciaremos oportunamente, pero que estoy seguro que va a ser muy interesante. Bueno, hoy tenemos aquí a Abdel Atalla. Me gustaría decir algunas palabras sobre él, ¿no? En plan de presentación. Yo creo que la presentación mejor siempre de un escritor son sus libros y después, en todo caso, su palabra en la conversación que tenga con Nayat. Pero sí un poco porque para nosotros es un referente importante. Y este libro en particular, el que es digno de ser amado. Este es un libro, ya lo veréis, que es una novela, en cierto modo, bueno, en cierto modo no, es una novela epistolar, con 4 cartas. Él ha dicho en alguna ocasión, Abdelá, que escribir cartas requiere mucho valor porque se termina tocando siempre el sentimiento. Y creo que eso es absolutamente verídico. Y este libro es la demostración de que Abdel Atalla es un valiente. Y creo que en estos tiempos en los que hay quizá más cobardía de la cuenta, está bien reconocer el trabajo de los valientes y de la gente que da la cara por la defensa de causa justa y además no solo es un valiente, sino además un gran escritor porque escribe muy bien. Este verano Raúl Solís, un compañero periodista de aquí de Sevilla, escribía a propósito del mensaje de este libro y decía que el mensaje principal es que solo el amor nos salvará de nosotros mismos. A mí me parece unas palabras, yo creo que muy hermosas, porque estamos viviendo una sociedad en la que hay mucho odio en esta sociedad. Un odio en ocasiones muy superfluo, un odio casi gratuito, que es casi lo peor que puede ser un odio, y un odio también basado en mentiras, en falsedades y más allá de las mentiras y las falsedades, en construcciones que se hacen precisamente para inculcar ese odio. Por ejemplo, me gustaría señalar algo que Abdel Atalla ha dicho en alguna ocasión, de cómo la homosexualidad en los países islámicos, bueno, por lo menos en muchos de ellos, no estaba prohibida y no estaba condenada hasta el colonialismo, y que países como Marruecos o como Egipto condenaron la homosexualidad a partir de la implantación de esa ideología puritana e hipócrita importada por Francia y por Gran Bretaña. Bueno, podríamos haberlo hecho los españoles tranquilamente también, ¿no? Pero la colonización le tocó a estos países. Y se criminaliza en muchas ocasiones al Islam, cuando en realidad a lo que estamos asistiendo en el Islam es todavía una especie de mirada retardada, países que son independientes pero que en ocasiones siguen teniendo esa mirada todavía colonialista con respecto a fenómenos como el de la homosexualidad. Y creo que conviene subrayarlo para que veamos que al final esto no es un problema de religiones, sino de construcciones sociales que se hacen con determinados objetivos. Y eso creo que interesa subrayarlo. Bueno, creo que es buen momento para combatir el odio
y las causas por las cuales se intentan criminalizar a grupos enteros de la sociedad, ya sean musulmanes, ya sean judíos, como celebramos recientemente aquí en esta casa a propósito de la conmemoración del Holocausto, o ya sean gentes que tienen una orientación sexual determinada y a los que se le quiere criminalizar simplemente por hacer una opción personal de vida en la que tienen pleno derecho a realizarla. Y a nosotros nos congratula mucho que en esta casa, que nos gusta llamar la Casa de la Resistencia contra ese tipo de fenómenos, y que queremos ser esa Casa de la Resistencia contra cualquier forma de sectarismo, y lo vamos a seguir siendo, por lo menos mientras el cuerpo aguante, encontrarnos aquí con un resistente como Azelataya, que nos da ejemplo cada día de cómo hacer las cosas y además de cómo hacerlas bien como un buen escritor. Bueno, Azelataya ha dejado escrito también que es urgente repensar el contrato social que nos une como sociedad. Yo creo que no es mala frase. Hay que repensar eso. Las sociedades se basan en gran parte en compartir unos valores y desde el momento en que esos valores empiezan a desperdigarse, a deshilacharse, la sociedad misma se deshilacha. Y prestemos atención a esas cosas porque creo que merece la pena, sinceramente, hacerlo. Bueno, ya para terminar, bueno, lo vais a escuchar ahora y creo que va a ser francamente interesante. Me gustaría decir unas palabras en relación con el trabajo que hacemos nosotros en la Fundación con respecto al libro y en particular con un aniversario que nos gustaría compartir. Algunos de vosotros habéis estado hasta hace unos minutos aquí en esta sala a propósito del 10º aniversario de nuestro club de lectura, 3 con libros. Una iniciativa que ahora mismo, como digo, se acaba de cumplir los 10 años. En estos 10 años hemos compartido 60 libros, más de 40 autores, bueno, 40 autores, 60 libros, no es contradictorio, es que de algunos autores pues hemos leído más de un libro. Autores como Khaled El Khamisi, como Carlos Zanón, como Abdelatif Lavi, como Leila Slimani, como Tahar Ben-Jelloun, en fin, gente de mucho nivel, francamente. Y nosotros estamos muy orgullosos de haber podido realizar ese trabajo que ha llegado aproximadamente a unos 6.000 participantes, porque una característica de este club, del 3 con libros, es que no es un club cerrado, sino que es un club abierto a otras bibliotecas, abiertos a otros clubes de lecturas, que los hay en toda la provincia de Sevilla y en toda Andalucía también, con las donaciones de libros que hacemos desde la Fundación en colaboración con las editoriales, con los institutos de educación secundaria de nuestra comunidad, con los que hemos colaborado y seguimos trabajando muchísimo, y también en sitios que pueden parecer un poco más extravagantes y, sin embargo, son extraordinariamente necesarios, ¿no? Y quiero destacar la labor que hemos hecho con el Centro de Inserción Social, en fin, lo que no sepáis, lo que es un centro de inserción social es el centro de los presos en la cárcel, ¿no? Con los que venimos trabajando también desde hace tiempo para conseguir que la cultura sirva como elemento de liberación de muchas miserias que tenemos heredadas de nuestras condicionantes familiares o sociales o personales o psicológicos o lo que sea. Y la cultura libera siempre. Entonces, decía estas palabras no para echarme ninguna flor, sino para echársela a la gente que trabaja en este club de lectura, a los compañeros que llevan este club, a Olga, en primer lugar, como directora de la biblioteca, y también a Gema, a Uda y a todos los compañeros que vienen trabajando. Y, por supuesto, a todas las instituciones, especialmente las editoriales, que han colaborado con nosotros y que permiten que hagamos esta labor en fomento de la lectura. Habréis visto recientemente encuestas sobre la lectura en España y en la comunidad. Progresamos algo, pero progresamos muy lentamente con respecto a las necesidades que tenemos de leer libros. Y entonces yo también lo que os pediría a todos vosotros que estáis aquí porque os interesan los libros, es que contribuyáis también a esa labor de fomento de la lectura que es imprescindible. Un país que no lee o una comunidad que no lee está sujeta inevitablemente, y más en estos tiempos, a ser víctimas de la fake news y de todo lo que supone en este momento esa falsificación de la verdad que parece que se extiende horizontalmente como una mancha de aceite sobre todas nuestras conciencias. Bueno, ya para terminar, me gustaría decirles que Azelataya estará en Madrid el próximo 31, en la Casa Árabe, y los que tengáis oportunidad de tener familias en Madrid o amigos, y pues vais a tener también la oportunidad de estar en esa casa hermana.
el libro, la conversación la va a llevar con Adela Nayat Hashmi. No puedo decir mucho de ella, la conocéis mucho, ha venido a esta casa bastante y nosotros sentimos, yo creo que ella también lo sentirá, de que esta es su casa y estamos encantados de que esté aquí. Pero sí me gustaría deciros que Nayat, que es catalana, marroquí, española, y se puede ser todo eso al mismo tiempo sin mayor problema, claro, también. Y bueno, y es quizá un símbolo no solo de la joven literatura mediterránea actual, que yo creo que lo es, sin duda, por sus libros y por lo que ha escrito y por lo que representa, pero también es un símbolo, en mi opinión, de esa nueva identidad basada en identidades diversas que tenemos que aprender a construir y a llevar adelante. Así que gracias a todos y ya disculparme que os haya dado un poco la matraca, pero hay ocasiones en las que creo que merece la pena. Gracias. No, voy a hablar en castellano. Buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias por vuestra presencia. También quiero agradecer muchísimo a la Fundación Tres Culturas que permita este encuentro. Porque con Abdelata ya hace muchísimo tiempo que representa un auténtico referente y que yo al menos he ido siguiéndote la pista, he ido un poco siguiendo los pasos que dabas e incluso nos hemos escrito muchas veces por correo electrónico, incluso hemos trabajado en un libro juntos, pero nunca nos habíamos encontrado personalmente. Así que estoy muy contenta de que por fin, y que sea además aquí, pues podamos mantener una conversación sobre escritura, sobre identidad, sobre muchísimos temas, ¿no? Yo no sé si Abdelá es muy consciente del hecho de que es un referente en el sentido de que literariamente hablando, porque es un escritor de renombre que hace muchísimos años que está ya en la opinión pública y que nos llegan noticias sobre él y que por lo tanto forma parte, ¿no?, de ese panorama literario marroquí, francófono, llámesele como se quiera, pero al mismo tiempo es un referente a el ámbito literario. No sé si se va a sentir muy cómodo con esto que estoy diciendo, pero para muchísimas personas que estamos creciendo, que hemos crecido, ya no estamos creciendo, en la sociedad marroquí, pero también en la sociedad marroquí en migración, en toda la diáspora fuera de Marruecos, con un entorno cultural determinado y con esa sensación de cambio constante y de no saber exactamente en qué lugar estamos, personas como tú son como un poco un faro, ¿sabes? Como un poco un faro en el que al que ir a ver qué es lo que está diciendo esa persona y qué es lo que está expresando, porque creo que es la expresión individual tuya, pero va mucho más allá del hecho individual. No sé si me explico, pero hay que tener en cuenta un marco, digamos, muy amplio, y es el siguiente. Para quienes hemos crecido en migración, tener acceso a voces que vengan de nuestra misma procedencia y que estén hablando y expresando puntos de vista que tienen que ver con nuestra propia experiencia no es muy frecuente, no es algo muy frecuente. Entonces, en ese sentido, el ámbito francófono, los escritores que os expresáis en francés, nos lleváis un poco la delantera. O sea, porque en España, por ejemplo, es muchísimo más complicado encontrar voces que desde la literatura expresen ese punto de vista, ¿no? Y en tu caso, además, yo creo que el referente tiene que ver muchísimo con una palabra que igual está muy trillada y muy utilizada, que es con el ejercicio de la libertad misma, ¿no? No sé si estarás de acuerdo. Bueno, vamos a hablar de la novela. Te lo cuento para que tengas en cuenta que
bueno, que a veces desde distintos sitios estamos cada uno haciendo ese proceso de reconocer la expresión que nos resulta familiar, que nos es propia y estamos todos, ¿no?, desde nuestros distintos puntos separados, pero haciendo un proceso similar, ¿no? Y que es muy importante el poder contar con voces que realmente sean referentes, ¿no? Yendo un poco más al libro... Je veux dire quelque chose par rapport à ça. Buenas tardes. Masa al-khair, pour ceux qui parlent arabe. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité ici. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci à Najet. C'est un honneur pour moi d'être à côté de toi, déjà, pour que tu le saches. Merci à Olga, merci à tous ceux qui travaillent ici, qui depuis longtemps me suivent, ils me poussent, ils veulent que je vienne ici. Donc je me sens extrêmement bien accueilli et au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Et donc tout ce que j'entends là depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je vais bientôt gagner le prix Nobel de littérature. Donc non, je ne me rends pas compte. Merci de dire toutes ces choses sur l'histoire de référence. Parce que j'ai vraiment grandi en tant qu'homosexuel seul, dans la solitude. Je ne me rendais pas compte je n'ai pas grandi avec l'idée que j'allais pouvoir aider d'autres gens, et encore moins que j'allais écrire des livres, ni en arabe, ni en français, que ces livres allaient être traduits en espagnol. Donc que tout cela arrive me paraît franchement chaque jour comme un miracle. Mais en revanche, maintenant que j'ai publié plusieurs livres, à chaque fois que cela se passe, dès que ça sort, dès que j'ai parfois des réactions, surtout quand il vient de jeunes Marocains, au Maroc, qui vivent au Maroc, de jeunes filles ou bien de jeunes garçons, tout de suite ça me rappelle une chose. Quand j'étais petit garçon et adolescent, il n'y avait rien au Maroc, il n'y avait que la pauvreté dans ma famille, on n'avait pas de quoi manger très souvent, mais il y avait une télévision en noir et blanc, et souvent il y avait des feuilletons égyptiens et des films égyptiens. Et je peux vous assurer que c'est des références, au-delà de ma mère et de mon père, qui étaient des référents très très importants dans le quotidien, mais en termes artistiques, quelque chose qui essaye de dire quelque chose de nous, de ce monde pauvre dans lequel nous vivons, dans le monde arabe, dans lequel on nous jette en tant que pauvres dans le monde arabe, et qu'on essaie quand même de transformer ça en une forme d'esthétique. Et les films égyptiens, à travers leurs drames, leurs tragédies, toutes ces scènes mélodramatiques où ils pleurent, où ils répètent les mêmes scènes, disaient beaucoup de choses de nous. Et pour moi, c'était des référents et des références absolues. Et pas que pour moi, c'était la même chose pour mes sœurs, mes 6 sœurs, et on attendait ça avec impatience. À chaque fois que le film passait, on se reconnaissait tellement dans cette... je ne sais pas moi, je ne sais pas si vous connaissez un film, par exemple, Al-Haram, de Henry Barakat avec Fatin Hamama, qui raconte une femme paysanne qui n'a rien de quoi manger, qui est obligée d'aller voler des patates, des pommes de terre pour pouvoir nourrir ses fils. C'est d'après un roman écrit par Taha Hussein. Après avoir vu ces films avec mes sœurs, on analysait tout cela et on essayait de s'accrocher encore plus à ces références artistiques. Parce que ce n'étaient pas des références artistiques qui étaient imposées d'une manière froide ou intellectuelle, mais tout cela se passait dans une intériorité que nous reconnaissions, dans une langue qui était la nôtre, la langue arabe. Et moi, puisque tu parlais de référents, si mes petits livres arrivent à produire ne serait-ce que 1% de ce que ces films égyptiens m'ont fait à moi, m'ont fait pour tenir, pour ne pas tomber dans la haine totale vis-à-vis de mes parents qui ne m'ont pas sauvé, vis-à-vis de mes sœurs qui savaient, qui n'en faisaient rien. Je voulais garder une forme d'amour et d'admiration pour elles parce que je savais que tout cela était malgré nous. C'était la situation politique, c'était la situation sociologique, c'était la pauvreté dans laquelle on nous avait jetés et que les pauvres n'ont pas d'autre choix que de se sacrifier les uns les autres, de se manger entre eux, sinon c'est tout le monde qui va tomber. Donc il fallait sacrifier quelqu'un, c'était moi et je me suis exercé à rester dans cet amour des films égyptiens et le garder comme référent. Si mes petits livres et ce que même toi et moi nous essayons de produire pour moi arrive à cette hauteur, c'est déjà quelque chose je dirais même de miraculeux.
No, no. Je tenais à le No dire creo parce que sea tan extraño, estoy convencida de que eso es así. Yo recuerdo también, yo no vivía en una ciudad, entonces no había ni siquiera televisor ni en blanco y negro, pero en alguna visita a algún familiar a la ciudad sí que recuerdo el impacto que me provocó estas series egipcias muy, muy llamativas. En mi caso, en lo que me fijé, por ejemplo, fue en la presencia que tenían las mujeres y en cómo hablaban las mujeres, la libertad con la que hablaban, cómo expresaban incluso el deseo, ¿no? Y no lo entendía nada, porque el árabe egipcio se parece al árabe marroquí, pero al rifeño no se parece en nada. Entonces no tenía ni idea de lo que estaban hablando, ¿no? Pero me refiero al ser referente incluso más allá de los libros, porque yo creo que incluso para gente que no te ha leído, significas algo, lo cual no sé si es muy positivo, pero yo creo que sí que es positivo. j'ai jamais eu ce but-là. No, pero da igual, da Même igual. quand j'ai fait le coming out en tant qu'homosexuel, je l'ai fait dans une solitude extrême. Je ne savais pas que tout cela allait produire tout cela. Je me suis dit, j'ai la légitimité, j'ai écrit des livres, ils ne pourront pas m'enlever cette légitimité. Alors, il faut aller jusqu'au bout de la vérité, il arrivera ce qui arrivera. Donc, ce qui se produit, ce que tu dis, l'impact de tout cela, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le prédire et on ne peut même pas le construire. C'est, je ne sais pas, Yo creo que ese camino hacia la verdad y hacia la libertad es siempre un camino individual. Pero luego el impacto que tiene es un impacto colectivo. O sea, el problema no es, o sea, lo más difícil creo que no es el cambio social, que también es complicado, sino que cada cual en su pequeño espacio, en su lucha particular, en su malestar particular, pueda dar voz a ese malestar y pueda expresar lo que está sucediendo, ¿no? Pero cuando nadie lo ha hecho antes... Il y a tellement de prisons à dépasser pour arriver à cela. Tellement de prisons intérieures et intériorisées qu'au moment même où on est en train d'écrire et qu'au moment même où on est en train de parler de manière intelligente, en citant des grands écrivains et tout ça, le tremblement intérieur ne cesse pas. Donc on continue de trembler et on veut produire quelque chose d'une manière littéraire. Ça, je parle des livres. Après, comment ces livres ils circulent, comment ils touchent les gens, je l'espère, mais ça s'est produit. Donc, si je dis ça, parce que pour certaines personnes au Maroc, et ceux qui ne m'aiment pas, ils disent que j'ai utilisé l'homosexualité pour devenir célèbre. Mais je savais très bien que pour plein de gens, c'est quelque chose c'est très sale, c'est honteux et tout ça, et que c'est l'inverse qui allait se produire. Donc, si j'avais vraiment l'intention de devenir célèbre à cause de l'homosexualité, je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une telle dépassement de plusieurs choses quand on se met à écrire, qu'à un moment donné, la vérité nue, la vérité absolue, la vérité radicale, la vérité qui n'a pas besoin de la bénédiction ni de mon père, ni du roi, ni de qui que ce soit, veut sortir. Et elle sort, elle s'exprime, et je pense que même les ennemis finissent par le voir. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils le voient, et ça a un certain impact. Après, évidemment, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se produit, on se dit c'est aussi une occasion historique, mais à mon niveau individuel, d'appuyer cela, l'accompagner par des textes, quand par exemple on est face aux journalistes, face à la presse, de rectifier les choses, de corriger ce qu'ils disent, ne pas laisser l'ignorance sur nous, sur les Arabes et sur les musulmans, sur ma mère, sur mes sœurs, se perpétuer, corriger tout le temps, parce que ça devient presque comme un devoir, vu le petit miracle qui a eu lieu pour nous. Non, tu ne crois pas? Sí, yo creo que una de las dificultades yo creo que una de las dificultades cuando el trabajo creativo tiene que ver con algo tan profundamente ligado a lo que uno mismo es, o sea, que no estamos
escribiendo una historia que le pasa a cualquiera en cualquier sitio, sino que estamos hablando de algo muy real, muy verdadero, es precisamente el que desde fuera ese trabajo creativo pueda ser mal interpretado, mal leído, mal recibido, ¿no? y denigrado muchas veces, ¿no? Y al final lo que hay es un escritor escribiendo sus novelas y esa sensación de verdad yo creo que se consigue muchísimo, me corriges si no es así, pero hay algo que creo que atraviesa como bastante toda tu obra, que es un cierto tono confesional. ¿Puede ser? Un cierto tono confesional. Incluso en este libro donde hay cartas, son 4 o 5 cartas, pero escritas por distintos personajes en distintos momentos temporales, se mantiene ese tono como de una cierta intimidad, ¿no? De estar como confesando al lector algo que solamente el lector va a recibir, ¿no? No sé si es correcta mi lectura o... Confession, oui, mais pas dans le sens de vouloir te dire. Parce que je ne veux absolument pas te dire, ça ne m'intéresse pas de dire ce que je suis complètement. Ça m'intéresse en revanche de trouver des petites choses, des petits moments, des petits détails qui signifient quelque chose. Et trouver la force et l'énergie en moi pour les transcrire dans la littérature, mais comme si c'était quelque chose de simple. Comme si c'est, pour celui qui lit, il n'a pas l'impression qu'il y a un travail derrière tout cela, qu'il n'y a pas une construction dans ce livre, qu'il ait accès directement à l'intimité de ces personnages et de cette voix. Quand j'étais petit, en dehors de la télévision marocaine, il y avait aussi ma tante Mas'ouda, la sœur de mon père, qui ne s'était jamais mariée et qui était même prostituée quand elle était jeune et qui sauvait la famille de la famine pendant le colonialisme. Et assez curieusement, ses frères ne l'ont jamais rejetée. Ils lui ont même confié la fonction de la femme qui transmet les histoires. Donc cette femme, de temps en temps, elle revenait chez nous, dans notre maison, et au moment où on dormait tous par terre sur des tapis, mais qui ne ressemblent pas à ces tapis-là, hein, qui ressemblaient à autre chose, à d'autres types de tapis. Et cette femme, quand on éteignait la lumière, elle se mettait à raconter des histoires. Mais ce n'étaient pas des histoires qu'elle a inventées, c'était des histoires qu'elle avait connues, qu'elle avait vécues avec ses frères dans le bled, quand ils allaient au mausolée, et qu'elle a fini par transformer en récit avec intrigue, avec un suspense, une certaine narration, et à chaque fois avec même des variations autour de la même notion. Et ces histoires étaient tout le temps racontées dans la nuit. On éteignait la lumière, on était 10 personnes par terre comme des sardines, et tous sous la même couverture, et il y avait cette voix de ma tante Mas'ouda qui parlait. Et le fait qu'on soit tous dans la nuit, tous, pas que moi, tous, les sœurs, la mère, mon petit frère, le grand frère, tous en train d'avoir accès à une histoire et un monde et un univers à travers une voix, d'une femme en plus maudite, prostituée, pestiférée, mais acceptée, qui finit par rejoindre le lieu et à qui on donne même ce rôle historique. Tu racontes l'histoire, tu leur dis l'histoire. Pour moi, c'était une leçon majeure. Qui raconte l'histoire? Qui retient les détails de nos vies et qui, parce qu'il n'a rien eu dans la vie, finalement on lui confie ça pour qu'il programme les autres d'une certaine façon par une forme de passé, par une forme d'image. Voilà, cette intimité, cet aspect confession que tu remarques dans mon écriture, il vient de l'intériorité de cette voix, de cette femme, Mas'ouda, Allah yarhamha, qui, franchement, j'entends encore sa voix. Elle est morte il y a 30 ans, cette femme, mais elle est encore là complètement dans ma tête, parce que c'était une voix qui était là, et elle n'était pas timide. Elle y allait, même dans la description érotique de certaines choses, alors qu'on était tous en famille. Elle y allait loin, dans le dénouement, dans les aventures et tout ça. Donc le ton confession que tu remarques, moi je le lis à cette voix dans la nuit.
dans la nuit qui nous réunit tous. Voilà. No, aunque tú seas árabe y yo rifeña, yo tuve exactamente la misma experiencia con las mujeres de mi familia, la misma escena que has descrito. En este caso era mi madre la que contaba las historias por la noche, todos por el suelo y con las luces apagadas, y solamente la palabra como elemento para la imaginación, ¿no? No había otro soporte, no había más, no había ningún tipo de imagen, ¿no? Solamente la palabra, ¿no? Y cómo modulaba esa narración, cómo describía lo que has dicho, la tensión narrativa. Yo creo que es algo muy común. Y las imágenes. Nos images, Sí, sí. nos images à nous, pas celles de l'Occident, nos images à nous pauvres, comment nos parents n'avaient rien et qu'ils se sont construits, alors qu'ils ne sont devenus ni riches ni rien du tout, mais ce besoin de construire quelque chose pour nous, pauvres, rejetés par le gouvernement et par le roi et tout le reste, mais nous avons nous aussi droit à une esthétique, nous avons nous aussi droit à une narration, à des héros que nous construisons entre nous. On ne va pas leur donner à eux, les riches, le pouvoir. On garde ça que pour nous. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement précieux. Cette esthétique des pauvres, entre les pauvres, et qui en ont conscience. No, yo creo que es incluso una herramienta de supervivencia, o una herramienta de resistencia a esa pobreza. O sea, cuando no hay nada, está el relato para contar lo que ocurre, para contar lo que ocurrió. También está el relato para describir la historia familiar, ¿no? La propia historia, donde no hay nada escrito, ¿no? Los relatos sirven para tejer también esos vínculos familiares, para establecer cuáles son esos hilos invisibles que nos conectan a las personas que realmente forman parte de ese mundo, ¿no? Y yo creo que, no sé si estarás de acuerdo, pero yo creo que de alguna forma la escritura es como una especie de continuación de ese mundo, ¿no? Y por eso mantiene la sensación de verdad, mantiene la sensación de intimidad y bueno, yo creo que es muy importante hacer ese paso, ¿no? Porque no sé si cuál habrá sido tu experiencia, pero en el caso del Rif muchas veces esa intimidad se alerta muchísimo para que no sea trasladada fuera de los límites de la familia, de los límites de casa, ¿no? Que la voz de las mujeres, en el caso del Rif eran las mujeres las que contaban, no traspase el umbral, ¿no? Entonces, hay algo de muy subversivo cuando trasladas esa intimidad de la pobreza, de los excluidos, de una realidad de la que nadie habla y nadie quiere hablar, al terreno de lo público, ¿no? Y manteniendo ese nivel de intimidad. No sé si nos estamos yendo del libro, pero es algo que me parece que es doblemente subversivo, ¿no? Mais il arrive toujours ce moment où on s'en fout de ce pouvoir, puisqu'il nous a rejetés, puisqu'il ne veut pas nous reconnaître, puisqu'il ne partage pas les richesses. Et on s'en fout de ces riches qui veulent frimer avec leurs vêtements et quand ils passent à côté de nous, se mettent à parler en langue française pour nous écraser. À un moment donné, peut-être fatigué, ou peut-être parce qu'on n'a pas les armes pour mener le combat à un moment donné, on se tourne même à l'intérieur de la prison, comme tu dis, pour trouver notre liberté à nous. C'est certes une liberté qui reste à l'intérieur des murs, mais c'est une liberté quand même. Je suis sûr que les prisonniers dans leurs cellules, dans les geôles, ils arrivent à l'intérieur de ces murs de rien du tout, par l'esprit, par la façon de réinventer et de redire, de réécrire, à trouver une forme de liberté. Alors évidemment, ce n'est pas la liberté telle qu'on l'a définie en Occident, ce n'est pas la liberté telle que l'a définie Voltaire ou bien la Révolution française, mais ce n'est pas parce que cette liberté-là n'a pas le même sens que ça, que nous, comme moi en tout cas, je ne vais pas reconnaître à ce qui a été vécu là dans ce monde-là une vraie valeur, une vraie force. Je dirais même l'homosexuel que je suis, parce que le lien entre moi et cette tante
prostituée, pestiférée qu'on a fait ramener pour raconter l'histoire, elle était l'écrivain, je suis devenu écrivain, mais je ne savais pas que j'allais devenir écrivain. Elle m'a fait devenir écrivain. Elle a mis dans ma tête un programme, elle a mis dans ma tête une façon de poursuivre un fil, d'être obsédé par une seule chose, d'être obsédé par un détail, par une personne, et d'aller d'une certaine façon. Donc tu vois ce que je veux dire par là, que le PD, le maricon, on veut toujours lui dire « tu n'es pas comme nous, on va te rejeter », mais pas du tout. Pourquoi l'homosexuel ne serait-il pas comme... Je me sens comme mes sœurs, j'ai mangé les mêmes choses qu'elles, j'ai crié comme ma mère, je l'accompagnais chez les sorcières, elle me donnait des sorts à jeter aux gens, je jetais les sorts, je faisais le mal, moi aussi, je volais, voilà, j'étais tout aussi méchant qu'elle avec les voisines, donc le même rapport au monde compliqué, je l'ai eu et je l'ai vécu en même temps qu'elle. Donc quand j'écris, et ça c'est pour moi une chose extrêmement importante, de la même manière que ma tante prostituée a fini par revenir au cœur même de la famille pour la dynamité de l'intérieur par le récit, par le verbe, j'espère moi aussi que je ferai quelque chose de même ordre par mes livres. Mais pas dans le sens que je vais bousiller ma famille, mais dans le sens d'opérer que le rejet vis-à-vis de l'homosexuel que je suis, moi je ne l'accepte pas. Je reviens, qu'il le veuille ou pas. Bueno, la figura de tu tía es muy... perdón. La figura de la tía es igual me recuerda a la protagonista de Infieles, ¿no? De tu anterior novela, Slima. Pero aquí hay otra mujer muy distinta. La primera carta es la carta de un personaje a su madre, cuando la madre muere. Entonces, es un personaje que, bueno, que es una mujer que no tiene nada de sumisa, no tiene nada de estereotipo, sino más bien que es quien tiene el poder dentro de la pareja, con el marido, y es realmente una madre de tipo castrador, ¿no? Una madre muy dura, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención en este personaje porque creo que además es muy verosímil y bueno, me gustaría... Sí. N'est-ce pas qu'il existe? Il existe au Maroc, il y a plein de femmes comme ma mère, comme la mère que je décris dans ce livre. Comme ma mère, non? Ben oui, ma mère était comme ça aussi. Ah, non, yo... Ma mère était comme ça. Impitoyable. Yo no he preguntado, yo no he preguntado. Mais elle n'avait pas le choix, hein, parce que les hommes étaient contre elle, le pouvoir était contre elle, les riches étaient contre elle, le poissonnier était contre elle. Elle était obligée d'avoir le carnet pour acheter le couscous parce que tout était au carnet, elle n'avait pas d'argent. Donc quand elle allait acheter les légumes, il fallait bien les séduire, ces gens, par le verbe. On dit en Abdarija, avec la douceur, le miel dans la langue. Et comment voulez-vous obtenir des choses? Vous croyez qu'en disant la vérité, elle allait obtenir quelque chose? On n'obtient rien avec la vérité, nous le savons tous. En revanche, on obtient beaucoup de choses un peu provocateurs. Je suis, peut-être c'est trop facile de dire les choses comme ça, mais en tout cas, elle savait que la vérité pouvait être une balle qu'on se tire dans le pied. Les gens veulent qu'on les étourdisse, qu'on les fasse chanter, qu'on les fasse danser, qu'on les fasse tourner comme en bourrique, pour qu'ils finissent par donner ce qu'ils ne veulent pas donner malgré eux. C'est la leçon de ma mère. Et je l'applique très bien, je crois, en France. Ma mère n'avait pas d'autre choix que de prendre le pouvoir qu'on ne lui a pas donné. Et ce pouvoir-là ne se prend pas avec le sourire ou la gentillesse. Elle se prend avec la force, avec la malignité et avec la sorcellerie, parce qu'elle était aussi un peu sorcière. Donc, toutes les armes sont bonnes, il n'y a pas de... Pour moi, je ne vais même pas la juger d'un point de vue moral. Mais en revanche, faire d'elle un personnage à la hauteur de ce qu'il a été, c'est-à-dire complexe, tragique, un personnage qui construit, qui manipule, à la fois m'aider et la louve là, à Rome, qui nourrit les enfants. Parce que tout cela, ce n'était pas pour acheter des cafetons ou bien acheter des bijoux. Elle n'a jamais été comme ça. C'était pour
construire la maison, sauver les, gens, les enfants, avoir de quoi manger. Je suis sûr que s'il y a des Marocains ici, en tout cas je les vois, vous savez de quoi je parle. Dans les années 70, il n'y avait rien au Maroc. Il n'y avait rien. Et le père n'avait pas d'argent. Et lui, il avait honte d'aller chez l'épicier et tendre la main à faire l'aumône. Et lui disait, toi, la femme qui n'existe pas, va faire l'aumône à ma place. Et elle, au lieu de faire l'aumône comme ça, la pauvresse, elle le faisait en faisant la coquette, en racontant des choses, et elle finissait toujours par obtenir ce qu'elle voulait. C'est des grandes leçons, d'une part de résistance et d'une part de sauver les autres, parce que tout ça, elle le faisait pour nous. Elle était dictatrice, elle était impitoyable, elle donnait tout à son fils aîné, bien sûr. Nous, on n'avait rien comme amour, mais tout ça pour un but précis. Donc, je me disais, en écrivant le livre, maintenant qu'elle est morte, pourquoi je vais réinventer l'histoire? Pourquoi je vais raconter des douceurs et des fadaises sur ma mère? Il faut être à la hauteur de ce qu'elle a été, de sa vérité, dire sa vérité à elle. Il n'y a que cela de vrai. Et en plus, la littérature adore ça. Les personnages impitoyables, les sorcières, les vrais. Es un personaje que yo creo que tendrías que explotar más porque puede dar... Y mira, qué curioso que hablábamos antes del encuentro de los clichés que también operan en Marruecos sobre los árabes, los rifeños, los bereberes y los árabes. Y uno de los clichés que corren en el Rif sobre las mujeres árabes es que son todas unas brujas que tienen muchos... Esta verdad. Pero hay una idea que atraviesa todo el libro y que empieza también con el personaje de la madre, y es no solamente esa madre que utiliza bueno, las artes que, digamos, un poco oscuras para imponer su poder, sino la cuestión de la sexualidad y de la utilización de la sexualidad para imponer ese poder, y luego la visión, en este caso del protagonista, como la sexualidad de la mujer como algo realmente amenazante, realmente amenazador, algo muy amenazador. O sea, la mujer como un poco como esa trampa en la que puede caer el hombre y entonces perder completamente su lugar, ¿no? Hay cuando se habla de la relación entre esta mujer y el padre, hay un momento en el que dice, lo condenaste a ti, a tus olores, a tu vagina. Desde entonces solo quiso vivir ahí, hundirse ahí, dormirse y soñar ahí, gozar, gritar, dejar de ser hombre, ahí. Es decir, el deseo como una amenaza. L'amour est une guerre. Ceux qui croient, en tout cas pour moi, je parle de moi et de ma vision du monde. L'amour, en tout cas tel que je l'ai vécu au Maroc, c'est une intensité folle. C'est des guerres entre familles. Ce n'est pas quelque chose de tranquille et qui dure comme ça, tout ça. Il faut bien que quelqu'un cède à l'autre quelque chose. Même si mon père a été soumis face à ma mère, je pense qu'il a eu beaucoup de chance, parce qu'il est tombé sur une femme qui était capable de lui offrir quelque chose, de mener une guerre que lui n'était pas capable de faire. Et de ce point de vue-là, c'était ça, sa façon à lui d'être dans l'amour. Il était soumis. Et alors, pourquoi pas? Elle, on est tous quelque chose par rapport à l'autre. Je ne sais pas comment dire. Bon, j'ai une vision très pessimiste des rapports humains et de l'amour. Tout ce que j'ai vécu au Maroc et même tout ce que j'ai vécu dans ma vie personnelle fait que je reproduis c'est impossible d'être dans l'égalité quand il s'agit de l'amour. Et chercher l'égalité, en tout cas je parle de ma vision à moi, est quelque chose un idéal qu'on ne peut pas atteindre. Et que le sexe ou la sexualité soit utilisé d'une manière politique à l'intérieur du couple, ça me semble même pas quelque chose d'extraordinaire, ça me semble presque quelque chose presque de banal, parce que ça existe chez tout le monde. Et même si je sais que nous voulons tous ne pas se souvenir de ce dont nous avons été le témoin
dans nos familles, comment tout cela a été géré entre nos parents, etc. Moi, j'ai l'audace que dans mes livres, de ressusciter ça et de décrire les enjeux tels qu'ils se sont passés. Ils n'ont pas d'offrir un portrait respectable de ma mère ou bien de mon père. On s'en fout du respect. Mais de quel respect? De toute façon, je suis homosexuel, il n'y a pas de respect avec moi. Donc au moins que ce sillon j'aille jusqu'au bout. Ils ne me respectent pas. Pourquoi je vais leur faire un portrait respectable? Et puis la littérature, de toute façon, n'aime pas le respect. La littérature, elle aime, je sais pas, la littérature, elle aime la sueur, le sang, la bagarre, le noir. La littérature aime le noir, aime le sous-sol. C'est une bonne métaphore là que nous avons là. On voit le sous-sol. Voilà, il faut aller au sous-sol et éteindre la lumière. C'est ça la littérature. Yo creo que si resulta tan impactante esa imagen del hombre sumiso a la mujer en cualquier entorno que sea terriblemente machista, y ahí podemos ir por toda la geografía mundial, no hace falta ceñirnos solamente a Marruecos, es porque es una inversión de los papeles, porque normalmente el dominio es el contrario, pero también porque plantea un cuestionamiento de la masculinidad misma, ¿no? O sea, cuando tú has dicho el padre es sumiso, ¿por qué no va a ser sumiso? Pues porque hay una construcción de lo masculino, de lo que es ser hombre, en el que el hombre no es sumiso. Y por eso resulta, ya digo, un personaje extraordinariamente interesante, ¿no? Porque plantea romper completamente esas construcciones, que por otro lado es una realidad también muy frecuente en Marruecos, este tipo de parejas en concreto, ¿no? Pero yo creo que es algo, lo de la sexualidad como algo amenazante, del deseo como algo amenazante, también está en otras cartas de la... Générale, la sexualité, c'est quelque chose de très noir. Les homosexuels, je pense, ils le savent très très bien, peut-être plus que les hétérosexuels. En tout cas, j'ai l'audace de le proclamer. Et c'est un continent mystérieux. Freud et tout ça, ils diront mieux que moi. Mais moi, je n'ai pas attendu Freud pour le comprendre. Je l'ai vécu dans ce rapport très... On a toujours cette impression que les parents, le couple, et la mère et le père sont sur le même lit, les enfants, ils ont leur chambre et tout ça. Mais chez moi, il n'y avait rien de tout cela. Il n'y avait pas de lit pour les parents. Il n'y avait pas de lit comme on l'imagine. Il y avait la terre pour nous tous. Donc, je ne vais pas modifier une réalité. Par exemple, je dormais avec mes 6 sœurs dans la même pièce de 10 mètres carrés. Pendant 20 ans. Donc, il faut imaginer ce que ça veut dire 9 personnes dans 10 mètres carrés. C'est-à-dire l'accès, l'intimité. Je veux dire, c'est au-delà de l'intimité. C'est-à-dire, je me sens, moi, Abdelataya, devant vous, complètement colonisé, heureux et colonisé par les histoires de mes sœurs, par leurs rêves, leurs désirs, leurs règles mensuelles, les cris. Tout à l'heure, on parlait de tous ces trucs de froid. Toutes ces techniques, c'est un truc très marocain. Pourquoi tout vient du froid? Pourquoi toutes ces techniques? Comment c'est une esthétique, le vent et le bird au Maroc. Comment on gère le vent? Parce qu'il n'y avait pas de chauffage, évidemment, il n'y avait pas assez de vêtements. J'ai l'impression que ces histoires de vent, le froid, continuent de circuler dans ma tête. Et je ne le dis pas ici pour vous pour faire folklorique, pas du tout, mais parce que c'était une réalité. Tout à l'heure, on parlait que nous, au Maroc, comme on n'avait pas de chauffage, donc on n'avait pas beaucoup de vêtements, donc on mettait tous nos vêtements. On les superposait. Le t-shirt bleu, le pull jaune, un autre pull gris, un autre pull rouge. Et toutes ces couleurs superposées, ça donnait un style, un fashion sense, d'une certaine façon. Et qu'aujourd'hui, tout à l'heure, c'est ce qu'on... Voilà, moi je veux rester fidèle à tout cela. Je ne veux pas l'oublier et faire comme si cette façon de vivre des pauvres était pauvre. Moi, je veux l'honorer.
je veux le... Hay un tema que aparece de manera muy importante. Hay un tema que aparece de forma muy importante y yo no recuerdo que estuviera presente en tus novelas anteriores, que es el del colonialismo. En el caso de algunas de las cartas, el protagonista tiene hay una en la que se dirige a su compañero francés, que es quien de alguna forma le permite un cierto ascenso social, ¿no? el poder ir a vivir a Francia y cómo es también una relación perversa en el sentido de que al mismo tiempo que le ofrece unas oportunidades que el pobre de Sale no tiene, también lo modula o intenta modularlo para que se convierta en algo que no es y para que olvide, para que se deshaga de toda una serie de cuestiones que están íntimamente relacionadas con lo que es de origen, ¿no? Esa cuestión del colonialismo está aquí, yo creo que mucho más presente que en las obras anteriores, ¿puede ser? Vous savez, en 2008, en France, il y avait un ministère, quand il y avait Sarkozy au gouvernement, Sarkozy a créé un ministère de l'identité nationale, c'est-à-dire l'identité nationale française blanche, sans les Arabes et les musulmans et les immigrés, évidemment. Et ils ont fait passer une loi au Parlement qui reconnaît l'aspect positif du colonialisme français dans le monde, la mission civilisatrice du colonialisme. Ça s'est passé en 2008. 2008. Donc ça vous dit à quel point le colonialisme dans l'Occident n'est absolument pas une question qui intéresse aujourd'hui en tout cas l'élite qui dirige ces pays-là. Et alors qu'elle continue de dominer des gens comme moi, comme toi, parce que la façon dont on est perçu, même comme des écrivains, toi et moi, par une certaine partie de la population en Espagne et en France, on est perçu comme déjà inférieur à eux, alors que moi, j'ai fait des efforts incroyables pour maîtriser la langue française, pour arriver à écrire, mais ça, ce n'est même pas reconnu, c'est reconnu juste comme quelqu'un qui tente d'écrire en langue française. Donc, avec l'accumulation de cette infériorisation et de ce racisme décomplexé, de cette islamophobie qui devient institutionnelle, à un moment donné, on s'est dit, mais où est le problème? Pourquoi l'Occident a-t-il à ce point-là besoin de créer un ennemi, les Arabes, les musulmans, pour se justifier que lui, l'Occident, a raison, c'est lui qui a la liberté, c'est lui qui a les droits de l'homme, et les autres, les Arabes, les musulmans, c'est des sauvages qui ne comprennent rien à tout cela. Et qu'en plus, que quelqu'un comme moi, le musulman homosexuel, va leur dire, vous avez raison, tous les autres sont des sauvages. Jamais de la vie, je ne dirais ça. Jamais de la vie, je n'offrirai mon destin, ou bien ma tante Mesouda, à ces gens-là pour qu'ils l'utilisent pour punir les autres, mes sœurs, ma mère et leurs enfants. Jamais de la vie. Donc à un moment donné, il y a une forme de colère immense. Mais pourquoi il y a tous ces discours islamophobes assumés à longueur de journée en France qui montent? De quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on leur dise pour qu'ils nous acceptent? Qu'est-ce qu'il faut qu'on... On a lu Victor Hugo, on a lu Voltaire, on a lu Marcel Proust, on a lu Michel Foucault, mais quoi encore? J'écris en langue française. De quoi ont-ils encore besoin? Que je leur dise que l'islam est nul, que l'islam c'est sauvage, que l'islam c'est pas une civilisation? Jamais de la vie je ne dirais quelque chose comme ça. Donc il y a une colère immense, une sortie de peur définitive, adviendra coupera, comme on dit, et là il faut, comme on dit, prendre le taureau par les cornes et le regarder dans les yeux et lui dire toute sa vérité. Et qu'il l'accepte ou pas, c'est ce qui est en train de se passer dans ce livre. Ahmed a rencontré le Français Emmanuel sur la plage de Salé. Ahmed, qui n'est pas très, il est lui aussi très ambigu, très malin, a su qu'il fallait séduire le Français pour quitter la pauvreté au Maroc. On se rend compte qu'avec le temps, Emmanuel a transformé ce petit Marocain homosexuel en un Parisien intellectuel comme lui qui parle bien français et qui peut citer aussi bien Roland Barthes que Deleuze et qui parle dans le même accent. Mais entre-temps, chez ce Marocain-là, quelque chose est parti, quelque chose est mort. Une partie de son identité arabe, une partie de son enfance, même sa façon de parler la langue arabe
est partie, est morte. Et il se réveille un jour, il est devenu juste cette chose, ce petit intellectuel parisien, homosexuel, aimé par les amis d'Emmanuel, mais est-ce que lui, il est où dans tout ça? Il n'est ni dans la langue française qui ne pense pas à des êtres comme lui, ni dans la langue arabe qu'il a oubliée. Alors il est où? Le livre, il parle de ce lieu-là où il n'existe pas, où ça provoque une explosion de colère immense qui emporte tout. Ça commence par la mère, c'est pour ça qu'il est très dur avec sa mère, à lui, parce qu'il sait que juste après, il va être dur avec la France, avec le colonialisme, et il va leur dire toute la vérité. Et voilà. Bueno, yo creo que no es un sitio nada cómodo y que hay una complejidad que a veces se hace difícil de expresar, ¿no? Estar en esa situación en la que al mismo tiempo que estás haciendo frente a toda una serie de discriminaciones en tu propio país de origen, por el hecho, en este caso, por el hecho de ser homosexual, pero en el caso de las mujeres, por ser mujeres, y a la vez tener que hacer frente a ese racismo casi institucional como describes el racismo en Francia. Aquí, no sé, estamos yo creo que en un estadio anterior, pero parece que hay gente que quiere ir hacia ese lugar. Pero para mí resulta especialmente incómodo y conflictivo porque la sensación cada vez más, la sensación que tengo es un poco de estar en tierra de nadie, en ninguna parte, porque tampoco puedo defender a ojos ciegos esa cultura originaria, ¿no? Supuestamente frente al colonizador. Tampoco puedo defender todas sus virtudes porque en muchos aspectos a mí me ha dañado como mujer. Entonces, la cuestión de la religión, por ejemplo, es una cuestión muy compleja, muy delicada, pero a mí me gustaría que habláramos sobre ese tema porque para mí digamos que el hecho de haber tomado una conciencia feminista desde el punto de vista como mujer, me ha hecho cuestionar el Islam. Y ese ha sido un proceso personal, no ha sido un proceso impuesto por ningún tipo de colonialismo, ¿no? Pero, claro, el problema de la situación actual es que cuando estás en ese punto en el que estás justo empezando a alzar la voz para denunciar esa injusticia que tú ves en la religión de la que procedes, resulta que esa voz, sabes perfectamente que va a ser instrumentalizada en favor de una determinada tendencia política, ¿no? Esto lo vemos a menudo en los medios cuando alguien aparece haciendo una crítica al Islam, automáticamente quienes más aplauden y quienes más comparten esa noticia son de extrema derecha, ¿no? Entonces, es un poco estar como entre dos fuegos y yo te pregunto cómo lo resuelves, porque a mí, personalmente, en este momento de gran crispación, me está costando muchísimo decir ni esto ni lo otro, o sea, ni la opresión que me supone como mujer el Islam, ni la opresión que me supone el racismo, que el único plan que tiene para mí es una expulsión en masa para todos los que venimos de ciertos países, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves ese estar en ese lugar tan complejo, ¿no? C'est très compliqué comme situation parce que il faut avoir beaucoup de pouvoir et beaucoup de force pour ne pas se sentir en colère tous les jours. Vous savez, à l'adolescence, quand j'ai compris que tout le quartier où je vivais il m'avait désigné comme la petite chose, la petite fille, garçon, avec qui ils vont faire l'amour. Donc il y avait presque de la publicité pour ça dans le quartier. Donc il s'autorisait ce viol sur moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que je vais aller dire ça à ma mère? Est-ce que je vais dire ça à mon père? Est-ce que je vais dire ça à mon grand frère? Qu'est-ce que je vais faire? Il fallait que je sauve ma peau, mon être,
par moi-même. Et pour cela, comme je disais tout à l'heure, c'est impossible de dire la vérité. Il faut inventer un autre personnage, il faut leur présenter un autre personnage. Il faut être dans une méfiance permanente, une méfiance de tout le monde, prévoir le mal avant même qu'il n'arrive. Et aujourd'hui, je me retrouve à Paris à rouvrir le même mécanisme de mon adolescence. Je le rouvre, je baisse la tête, je fais comme si de rien n'était. Je ne veux pas me victimiser, mais je ne veux pas non plus ne pas dire ça. C'est les deux choses. Évidemment qu'il faut critiquer l'islam. Il faut bien, tout le monde, tu devrais être libre, je devrais être libre de critiquer l'islam, de critiquer ce que tu veux, parce que ça fait partie de ta liberté d'esprit, de ta liberté tout court, que je te reconnais, que tu me reconnais, et que plein de gens te reconnaissent, même si l'État, la loi ne le te reconnaît pas, en tout cas pour certaines femmes vivant au Maroc ou dans certains pays arabes. Mais entre ça et en même temps, comme tu l'as dit, n'importe quelle petite chose, une once de critique, est tout d'un coup utilisée d'une manière exagérée, plus qu'exagérée, pour d'autres buts. Et puis il y a aussi autre chose qui, moi, me touche, il me bouleverse, c'est qu'il y a je ne sais pas moi, il y a des... Après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait venir des hommes du Maroc, d'Algérie, pour reconstruire quand même l'Europe et la France. Et après, on les a mis dans des bidonvilles. Hein. C'est des bidonvilles à Paris. Et après, on les a autorisés à ramener leurs femmes et leurs enfants. C'est seulement dans les années 70 et 80. Après, on leur a construit des ghettos, des banlieues, loin de Paris. Et aujourd'hui, on dit, mais regardez ces Arabes et ces musulmans, dans les ghettos qu'on leur a construits, ce qu'ils sont devenus. Ils sont contre les valeurs de la République. Donc vous voyez, quand on incrimine ces gens-là, moi j'ai envie de les défendre. J'ai envie juste de rappeler l'histoire, de les défendre, non pas pour être d'accord avec eux surtout, mais d'être celui qui, parmi ceux, en tout cas qui rappelle ce passé-là à l'Occident et à la France, parce que très peu de gens le font, tout simplement, parmi nous, dans cet espace-là. Tout ce que je peux dire, c'est que l'homosexuel, s'il a souffert, de toute façon, tout homosexuel souffre. J'arrive même pas à imaginer qu'un homosexuel, il découvre son homosexualité, il dit « Ouh, la vie va être belle et jolie ». Et l'homosexuel, il découvre ça, il a envie de mourir. Mais pourquoi il va supporter toute cette haine, tout ce monde entier contre lui? Je ne suis qu'un être humain, je n'ai pas la force pour faire face à tout le monde. Mais, donc, juste pour terminer, si l'homosexuel a connu la souffrance et qu'il a appris une leçon de cette souffrance-là, c'est que sa souffrance ne doit pas concerner que sa propre personne à lui. Elle doit concerner aussi les autres souffrances. Il doit faire attention à ce que les autres vivent, à ce que les autres, pour aller vite, les autres rejetés, les autres bafoués, les femmes, les immigrés, les migrants. C'est-à-dire que la littérature ne peut pas accueillir seulement une voix. Dans une voix, il faut mettre plusieurs voix. Ça, c'est une certitude pour moi. Bueno, y al final... Al final somos escritores, ¿no? No somos activistas ni políticos, pero siempre estamos en medio de esos fuegos cruzados, ¿no? Pero yo preguntaba también por la vertiente íntima, ¿no?, de esa relación con el Islam, ¿no? Porque bueno, creo que está también en algunas de tus obras, ¿no? ¿Cómo se articula esa relación tan profunda con el Islam y al mismo tiempo con lo que es el aspecto social del Islam, que rechaza directamente a la homosexualidad, aunque luego las leyes fueran después del colonialismo? O sea, ¿cómo? Lo digo por una cuestión
bueno, como de conflicto de pertenencia. No sé si tú has vivido eso desde este punto de vista, ¿no? Ese conflicto del querer, del saberte parte de una sociedad, de un grupo, de un origen, y al mismo tiempo tener la sensación de que ese grupo, ese origen te ha expulsado o te ha marginado o te ha considerado de segunda, ¿no? Yo estoy hablando desde la perspectiva de la mujer, pero íntimamente, o sea, ya no estoy hablando a nivel político o a nivel de cómo se usa o cómo se instrumentaliza colonialmente hablando, sino a nivel íntimo. Si quieres, vamos, es una cuestión... Bien sûr. Mais tu sais, on était pauvres, on n'existait pas. Donc l'idée même de réfléchir à notre statut n'était même pas là. On était juste des pauvres. Quand on allait à Rabat et qu'on entrait parfois dans des boulangeries, les boulangères, ils nous regardaient, vous êtes des pauvres. Leurs yeux nous disaient, vous êtes des pauvres, vous n'êtes rien. Quand je suis allé à l'université pour m'inscrire au département de littérature française, j'étais en train de remplir les feuilles. Et la secrétaire du département, elle m'a dit, ah, mon fils, tu as l'air très gentil, viens, je vais te dire quelque chose. Donc je suis allé la voir, avec elle, elle me dit, regarde les autres, ils viennent tous de la mission française, l'école française au Maroc, toi tu as l'air quelqu'un de très bien, il vaut mieux, tu vas juste perdre ton année, va faire littérature arabe ou bien histoire géographique. Les pauvres qui s'annulent, qui s'écrasent les uns les autres. Donc il y a toujours quelqu'un qui est juste comme ça pour t'écraser. Et c'est ça le malheur, c'est que juste pour ne pas être, et on passe notre énergie juste pour ne pas être écrasé. Je comprends que dans ce système qui écrase tellement les gens, certains aient besoin d'un peu de spiritualité. Et la spiritualité qui existe au Maroc et dans les pays musulmans est connectée à l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre alternative. Il n'y a pas le bouddhisme, il n'y a pas Voltaire ou bien Albert Camus ou bien Jean-Paul Sartre. Il n'y a rien de tout cela. Pour les pauvres qui sont analphabètes, qui ne sont rien, il y a dans cet espace quelque chose qui est lié à l'histoire de l'islam, à la civilisation de l'islam, à ce que l'islam a réalisé, que l'Occident le veuille ou pas, et qui continue d'entrer dans les têtes et d'aider les gens d'une certaine façon. Je ne dis pas que ça les aide complètement, mais ça leur permet de tenir. Et pas tenir en respectant tout ce que dit l'islam exactement, bien tout ce qu'il dit le Coran, mais de tenir en se sentant appartenir à une histoire immense, certes dans la chute depuis je ne sais combien de siècles, mais quand même, il y a quelque chose de grand qui a existé et qui fait que ces gens-là se sentent en communion avec ça. Même l'analphabète, même le plus pauvre du pauvre dans le Rif, ils se sont connectés à ça. Et ça, c'est une puissance qu'il faut reconnaître à l'islam. Qu'on soit d'accord ou pas avec l'islam, qu'on aime ou pas cette religion. Je me souviens très bien que ma mère, pendant la nuit sacrée, vous savez, le ramadan, la nuit, le passage de la 26e jour du ramadan au 27e jour, la nuit. Cette nuit, ma mère l'a transformée en la nuit la plus magique au monde, parce qu'elle nous disait tout le temps, on va prier toute la nuit, et en même temps on va préparer les mets les plus délicieux, avec rien évidemment, parce que je ne sais pas comment elle trouvait tout ça. Et surtout, elle nous disait, on va pas dormir, parce que, je ne sais pas si vous le savez, que c'est à un moment donné, il paraît que toutes les portes du ciel s'ouvrent dans cette nuit, mais elles s'ouvrent toutes. Et que si tu es en train de prier à ce petit instant où toutes les portes du ciel s'ouvrent, Allah va t'entendre et qu'il va exaucer ta prière. Je ne sais pas si tout ce que je raconte là existe ou pas, mais je trouve que l'expérience spirituelle, l'engagement de ma mère, elle se débrouillait pour trouver de quoi acheter le couscous, les légumes, faire quelque chose de spécial. Et elle nous engageait avec elle, par notre corps, dans cette spiritualité, dans cette expérience spirituelle. Alors comment veux-tu que moi j'oublie tout ça? C'est impossible à oublier. C'est impossible à oublier l'appel de la prière, le muezzin, qui nous réveille, qui nous casse les oreilles, mais qu'on aime en même temps. C'est impossible à... Je ne sais pas comment dire. Vous savez que même les analphabètes au Maroc, ils connaissent ce que ça veut dire la poésie arabe d'avant l'islam, le mu'allaqat. Et comment, tout à l'heure, je parlais du vent. Le vent est très, très important dans la culture arabo-musulmane, parce que tous les poèmes arabes, ils commencent par le poète qui cherche dans le vent la trace de sa bien-aimée. Voilà. Tous les grands poèmes, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Et donc cette idée
que quelqu'un qui cherche la trace de sa bien-aimée dans le vent qui a effacé les traces, mais qui garde le vent garde les traces. Ce n'est pas une idée extraordinaire, c'est une image poétique qu'on n'a pas besoin d'être un grand docteur de l'histoire de la littérature arabe ou espagnole ou française. C'est quelque chose qui existe et qui m'a été transmis comme ça, juste en respirant à côté de ma mère. Et ma mère, comme je l'ai dit par ailleurs, n'était pas du tout gentille, mais elle était capable d'inventer cette expérience et de nous engager tous avec elle, avec force, dictature, méchanceté, mais on y allait. Je ne peux pas oublier ça, et je dirais même si je me sens orphelin, et si je suis si dur avec elle, c'est que je ne trouverai jamais, jusqu'à ma mort, quelqu'un qui serait aussi puissant qu'elle. Jamais je ne trouverai cette personne. Où est-ce que je vais la trouver? Personne ne serait capable, comme ça, d'être dans l'abnégation et dans le courage de vous amener tous, 10 personnes dans la maison, et vous obliger à une telle hauteur spirituelle. À sa manière à elle, parce qu'elle était très délirante aussi par ailleurs. C'est ça ma réponse sur l'islam. Mon islam, c'est ça. Donc je ne peux pas le quitter. Impossible. Pasamos a preguntas del público, si queréis hacerle a Abdallah. Un momento. Para la traducción. No, pero es para la traducción, ¿vale? Sí, perdón. La primera vez que pude ver en persona y oír a Abdallah fue en el Salón del Libro Internacional de Tánger, SILT, que él fue toda una sorpresa porque no lo esperábamos allí. Era una bomba en ese momento y fue una bomba mayor cuando entró en el salón. Venía rodeado de guardaespaldas, de policías, al menos 5 o 6, que protegían con sus cuerpos enormes a Abdallah, que es más bien menudito, ¿no? Entonces, para nosotros, esa presencia añadía más tensión todavía, porque todos estábamos mirando hacia los rincones del salón, esperando que hubiese algún yihadista. No había ningún yihadista y poco a poco lo bello fue que los guardaespaldas que rodeaban a Abdallah se fueron calmando, se fueron sentando, se fueron relajando y nosotros también. Entonces el resto del acto fue tremendamente distinto a lo que nosotros pensábamos. Yo que le preguntaba a Abdallah si ha encontrado otras ciudades donde le haya pasado eso o directamente ya no hay ninguna tensión en sus intervenciones públicas. Gracias. Merci beaucoup. Vous savez, quand on va au hammam au Maroc, il se passe beaucoup de choses. Les gens, ils ont besoin de liberté, même quand il y a les règles, même quand il y a les interdits. Les gens sont des corps, c'est des êtres humains. Et dans les hammams, il y a cet espace-là où ils peuvent aller au-delà de tout esprit intégriste qui peut exister, je ne le nie absolument pas. Et je ne sais pas comment dire. Moi-même, je suis un peu... Cet esprit positif que je garde, malgré tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, parfois moi-même me surprend. Es que eso es nuevo, o sea, ¿no? Eso es nuevo, o sea, ese espíritu integrista, esa vigilancia, ese castigo, yo creo que es bastante nuevo, tal como hablabas de tu tía prostituta, yo creo que había una integración de algunos elementos que luego parece que desde algunas de estas corrientes son intolerables, ¿no? Y que en cambio yo creo que estaban más integrados dentro de la sociedad marroquí de lo que se quiere admitir públicamente, que eso es otra cosa, pero que es nuevo. O sea, toda esta vigilancia es relativamente nueva. Il ne faut pas idéaliser le passé. No, Très important. tampoco. Je pense qu'il y avait... On dit que, par exemple, aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'agressions des homosexuels au Maroc. Ce n'est pas vrai. C'est juste qu'avant,
ce n'était pas médiatisé, il n'y avait pas les iPhones pour tout, pour filmer, mettre sur YouTube et mobiliser la société marocaine pour être scandalisée ou bien pour aider. Pourquoi il y a les intégristes? Pourquoi il y a l'islamisme? Parce que tous les dictateurs arabes, après les indépendances, ils ont tout fait pour tuer la gauche. Ils ont tout fait pour tuer la mémoire de Abdelkrim al-Khattabi au Maroc. Ils ont tué Mehdi Ben Barka. Ils ont tué tous les partis politiques. Ils les ont décrédibilisés. Ils ont coupé les gens de ceux qui les représentaient politiquement et qui pouvaient travailler pour eux. Les gens au pouvoir au Maroc, ils ont vidé l'espace politique. Et même, ils ont encouragé l'islam. Parce qu'en croyant que, comme ça, ils vont maîtriser et soumettre encore plus les gens, les citoyens analphabètes et tout ça. Et nous avons tous besoin de croire en quelque chose. Ce n'est pas que je ne soutiens pas les djihadistes ni les islamistes, mais je comprends le processus. Et ne pas le comprendre, ça serait une faute grave. Parce que ça a été préparé, ça a été soutenu même par l'Occident. Ça ne s'est pas passé qu'au Maroc, ça s'est passé en Afghanistan. Souvenez-vous de l'histoire de Ben Laden, pour aller vite. Ça s'est passé en Égypte, ça s'est passé en Algérie. Vous vous souvenez pas encore l'expérience de l'Algérie. Après qu'il y a eu la démocratie, donc qui a fait amener le parti islamiste en Algérie, l'Occident a dit ben non, on ne veut pas de parti. Allez, renvoyez ce parti, les militaires, voilà, avec la bénédiction de l'Occident. Maintenant, quand on parle de l'Algérie, on ne dit les islamistes, mais on oublie. C'était l'Algérie, avec la bénédiction de l'Occident, qui a arrêté un processus démocratique. Donc ça veut dire que la démocratie, quand il ne va pas dans le sens de l'Occident, ça ne va pas. Alors que moi, je pense qu'ils auraient dû les laisser avoir cette expérience-là. Ça aurait été une leçon pour tout le monde arabe de quoi était capable l'islam politique. Malheureusement, ils en ont décidé autrement. Bon, bref, je ne suis pas le spécialiste, évidemment, de tout cela, mais il me semble qu'il faut être honnête, même avec ceux qui ne nous aiment pas, même s'ils étaient contre moi, qu'ils avaient proféré des menaces et tout ça. Il y a une vérité historique qu'il faut rappeler, c'est tout, point barre. Voilà. Adala, buenas noches. Que siempre te acompañe la suerte. Buenas noches, Adala. Ah, que no le funciona. No. Adala, te doy las buenas noches por tercera vez. A ver, es porque tiene que entiende. Claro, es español que te entiende. Por cuarta vez, buenas noches, Adala. Ahora sí. Que te acompañe siempre la suerte. Yo te agradezco mucho el libro de El que es digno de ser amado. Es un libro por eso la copla. Gracias. Ha sido para mí un libro muy hermoso, muy doloroso a la vez y muy poético, con una forma muy cuidada, aunque parece que es un libro fácil, hecho fácil. Y lo que yo quería preguntarte, que nos contara, es qué significa en el libro su título, El que es digno de ser amado. Très important. Very important question. Très importante question. En fait, je voulais intituler le livre en arabe sur le titre en français Al-Habib. A-L, trait d'union, Habib. Le mot arabe qui veut dire celui qui est d'être aimé, le chéri, celui qu'on aime.
Parce qu'un jour, j'étais à Palermo, à Palermo, en Sicile, et j'étais dans le quartier pakistanais. Et là, il y avait quelqu'un qui vendait des sandwichs, une boutique. Il avait l'enseigne de son magasin, c'était Al-Habib, en très grand. J'ai trouvé que c'était une vision extraordinaire, une façon d'être là et de ne pas se soumettre par rapport à ce que... Donc, je voulais intituler le livre au départ Abdelataya Al-Habib. Et en plus, c'est un des 99 noms d'Allah dans l'islam. Je pense que vous le savez. Je crois que si vous ne le savez pas, je vous le dis. En islam, Allah a 99 noms et parmi eux, il y a Al-Habib. Bon, la maison d'édition en France n'a pas voulu de ce titre. Et donc, j'ai commencé à discuter avec eux. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que ça signifie? J'ai commencé à dire des phrases et tout d'un coup, j'ai dit, celui qui est digne d'être aimé. Et ils m'ont dit, c'est ça le titre. C'est vrai que c'est aussi beau. Alors, dans le livre, Al-Habib, c'est le personnage, c'est le prénom du dernier personnage. Mais je ne veux pas déflorer la fin du livre pour ceux qui ne l'ont pas lu. Tout ce que je peux dire, c'est que même dans la mort, il y a un espoir. Même quand on va jusqu'au bout du désespoir et du noir et qu'on saute, on peut le faire avec espoir. La mort n'est pas la fin. C'est ce que je peux dire. Et que si Ahmed, le héros de ce livre, est à ce point-là dur, est à ce point-là sec, est à ce point-là désespéré, c'est parce qu'il est aussi habité par ce qu'il a vécu avec l'Habib quand ils étaient adolescents et qu'ils ont subi plus qu'une fois le rejet et l'exploitation sexuelle. D'une certaine façon, ce livre raconte une vengeance. Ahmed qui venge l'Habib. Parce que l'Habib a été exploité par le quartier, les hommes de son quartier, et encore pire par un diplomate français, Girard, qui habitait Rabat, qui, après l'avoir utilisé sexuellement comme il voulait, quand il a eu 17 ans, il lui a dit « L'Habib, tu as 17 ans, tu es vieux, amène-moi des gens plus jeunes que toi. » Et Ahmed, dans tout le livre, mais ça on ne le découvre qu'à un moment donné dans le livre. Mais quand on arrive à ce moment-là, on comprend d'où vient la dureté et pourquoi Ahmed est à ce point-là dans la vengeance et qu'il a comme une mission par rapport à l'Habib. Et en plus, l'Habib, au Maroc, c'est un très beau prénom. L'Habib, le chéri, l'aimé. Le dire comme ça en arabe dialectal marocain, c'est quelque chose de sublime pour moi en tout cas. Ouais, voilà, merci en tout cas pour tout. Merci, bonsoir. Je salue ton courage Abdallah. Et je voulais réagir à la première intervention. Moi, je discute avec Najat par rapport à de l'emporter. Je pense que c'est comme de voir le verre moitié plein, moitié vide. Pour moi, ce passage de Abdallah par Tanger, c'était un grand espoir. Parce que pour le Maroc, qu'on critique dans tous les sens que Abdallah qui arrive à une foire de livres à Tanger et pouvoir être là et qu'il est protégé, c'est parce que c'est un personnage qui est connu. Et on ne peut pas le laisser à la merci parce qu'il y a toujours des... Moi, je pense que je ferai cette lecture, plutôt celle-là, qui n'a rien à voir ni avec le djihadisme, ni avec l'intégrisme, ni avec autre. C'est par rapport à la position... Ils avaient reçu des menaces claires d'une association djihadiste à Tanger. C'était des coups de fil et tout ça. Et eux, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà ce qui s'est passé, est-ce que tu veux venir? Et si tu viens, on te donne des gardes du corps. Voilà, ce n'était pas quelque chose dans l'air, c'était des menaces précises. Ils leur ont dit, on sait qu'il va venir à telle heure, il va donner la conférence, et voilà ce qu'on va lui faire. Donc eux, ils avaient le devoir de me le dire et de me dire, qu'est-ce que tu décides? Et je leur ai dit, je vais venir. Et en raison de plus que je salue ce courage d'un côté, et en même temps, cette ouverture qu'a le Maroc et commence à voir,
et qu'on puisse être ce qu'on est, s'exprimer comme on veut et d'exister comme on veut. Pas pour tout le monde, il faut d'abord avoir le courage de le faire, il faut pouvoir gagner cette place pour pouvoir le faire et d'être une personne qui pourrait le faire. Ça va de soi. Mais quand on arrive à cette place comme moi où je peux m'exprimer, il faut aussi parler pour les autres. Parce qu'il n'y a aucune raison que c'est seulement ceux qui sont connus qui aient le droit de s'exprimer et qu'on leur donne des gardes du corps et que c'est eux qui parlent de liberté. Et qu'en est-il des autres? Parce que moi aussi, comme je le dis depuis tout à l'heure, je viens des gens, la pauvreté noire. Donc il y a encore plein de gens qui sont dans la pauvreté noire au Maroc et qu'on continue de mépriser, de maltraiter et d'emprisonner au Maroc. Non, mais c'est avec des voix comme celle de Abdellah Tayak qu'on arrivera à parler. C'est celui qui parle au nom de ceux qui ne peuvent pas parler et qui le sont opprimés tant que les choses sont comme elles sont. J'espère que le pouvoir va l'entendre, il va t'entendre, toi. J'espère qu'on passe notre temps à crier par rapport, que ce soit par la militance des femmes ou d'autres, et qu'il faut qu'on continue, qu'on ne baisse pas les bras. Et là, je vais revenir à une autre chose qui passait dans la conversation entre vous deux, Najat et Abdellah. C'est surtout ce moment-là où Abdellah, vous disiez, Abdellah, cette identité d'Abdellah parisien et d'Abdellah d'avant, qui a une dualité entre les deux. Est-ce qu'on peut espérer qu'après ce livre-là, parce qu'un livre, moi je vous envie, c'est une façon de vous envier d'une façon saine, quoi, de pouvoir écrire, de mettre ce que vous sentez, ce que vous pensez, noir sur blanc sur un livre. C'est la plus grande psychothérapie qu'on puisse faire. Ça c'est clair, parce qu'on cracher tout ce qu'on a sur les épaules, sur le cœur, etc., par l'écrit, c'est l'écrit qui reste et c'est l'écrit qui sert aux autres. Moi, je trouve ça extraordinaire. On n'a pas tous cette capacité. Est-ce qu'on peut espérer un livre après celui-là d'une réconciliation des différentes identités? Parce que moi, je pense qu'on doit vivre dans l'additionnement des identités. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tout d'abord, ce n'est pas contre vous ce que je vais dire. Avant d'annoncer la bonne nouvelle, je voudrais dire quelque chose. Pour moi, l'écriture n'est pas une psychothérapie. Pour moi, l'écriture est une construction. Si je ne construis pas artistique, les chapitres et tout ça, je n'écris pas pour dire que j'ai souffre et que tout ça, que j'ai des problèmes, qu'il faut que je les résolve. Pour résoudre ça, il faut que ça se passe dans la vraie vie. Ce n'est pas parce que j'écris que j'ai résolu mes problèmes. En revanche, la littérature, c'est vrai, elle vole ce que je suis pour en faire quelque chose. Mais je comprends que pour d'autres personnes, que la littérature soit une échappatoire ou cathartique ou tout ça, mais pas pour moi. Je peux vous assurer qu'à chaque fois que je termine un livre, j'ai l'impression il faut aller maintenant au 10e sous-sol. Voilà, j'étais tellement Vous connaissez le livre de Dostoïevski, Carnet du sous-sol? C'est un livre très, très important. J'ai l'impression que ce livre, il définit la littérature. Il faut aller au sous-sol. Au sous-sol de quoi? De l'âme, de l'expérience humaine. La littérature aime ça, le noir. Et moi, aussi solaire ce soir devant vous, je suis très noir malheureusement pour moi. Mais il y a 2 ans, j'ai une histoire d'amour de 6 mois avec un Allemand, et on est allé en Sicile, je l'ai emmené à Palermo, et cet épisode, ce voyage était noir, parce que je suis capable d'être noir et de bousiller la vie des gens. Et puis tout d'un coup, il a eu une idée, et c'est en allé une île à côté de la Sicile. Donc il a trouvé une île que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Alicudi, l'île de Ali. Donc on est allé dans cette île, et donc, il n'y a ni téléphone, ni Internet, ni rien. Et c'est on a passé 2 semaines là. C'est quelque chose que je dirais que c'est l'amour heureux, le paradis de l'amour heureux. Donc, j'ai dans ma tête un projet d'écrire un livre qui s'intitule Alicudi. Je trouve que c'est un beau titre, Alicudi, et raconter la possibilité de trouver l'amour même pendant 2 semaines. L'amour heureux.
escribir sobre lo bueno que sobre lo malo. Es muchísimo más difícil. Sobre lo malo. Oui, raconter quelque chose d'heureux, c'est très difficile. Non, mais d'une manière générale, vous le savez bien, l'écriture est quelque chose de très difficile. On n'écrit pas parce qu'on a des états d'âme, que je me sens mélancolique ou tout ça. Vamos a la última pregunta. C'est moi, c'est moi. Moi, bonsoir, Della, merci beaucoup pour être ici ce soir. Je voudrais vous remercier du fait que vous soyez ici. Et moi, je voudrais parler sur le fait qu'on a parlé tout à l'heure. En fait, on n'a pas touché ce sujet-là, on a parlé sur est-ce que vous entendez activiste? Je comprends que vous n'êtes pas un activiste, vous êtes un écrivain, comme on a déjà dit. Et je voudrais savoir, en fait, quelles sont les positions d'Abdellah Taïeb par rapport à la situation maintenant au Maroc, par rapport à l'homosexualité, justement, dans le pays. Les mouvements Mali, je sais qu'ils sont déjà en contact avec vous, ils sont déjà en touche avec vous, mais je voudrais savoir un petit peu plus. Je voudrais savoir parce que cet été, justement, j'avais vécu là-bas, j'étais avec les mouvements Mali, on a milité, et maintenant la situation au Maroc, par rapport à certaines questions, c'est pas les meilleures. Justement, Racine aussi, ils sont fermés, ils sont coupés. Donc je vois aussi que maintenant la position de l'Espagne par rapport au Maroc, je parle maintenant de mon pays, l'Espagne, je vois que c'est dangereux. C'est dangereux parce que le Maroc maintenant il est très puissant. Le Maroc maintenant il est très présent justement en Europe à cause de la migration. L'Espagne justement elle bloque toutes les actions qui sont contre pour promouvoir les droits de l'homosexuel. Et je voudrais savoir si vous avez déjà planifié un type d'activisme par rapport aux homosexuels dans les pays, par rapport à justement ne touchez pas ces questions-là parce que vraiment on a besoin de vous, entendre quelqu'un activiste qui est très connu, très présent justement en Europe. Tout d'abord, c'est une question extrêmement importante. Je ne suis pas activiste au sens que j'appartiens à un mouvement LGBT au Maroc ou bien en Europe, mais à chaque fois que dans les interviews, j'ai écrit plein de textes pour défendre les homosexuels. À chaque fois qu'il y a eu des attaques, j'ai écrit des textes qui ont été publiés au Maroc et dans les journaux marocains. J'ai parlé même à la radio marocaine de ça. Donc je ne suis pas un activiste comme ceux de Mali, mais je le fais à ma manière. Et je pense même le fait de parler de la vie des homosexuels dans mes livres et de ne jamais dire « Ah, ça y est, j'ai déjà parlé de l'homosexualité, je vais passer à autre chose », jamais je ne ferai cela. J'aurai toujours de l'homosexualité dans mes livres, que le monde le veuille ou pas. Alors, sur l'évolution de la question homosexuelle, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, certes, le pouvoir ne veut toujours pas entendre qu'il y a des activistes au Maroc et qu'il y a un changement de mentalité qui s'est opéré chez certains Marocains, pas tout le monde. Parce qu'on a eu Samir Barghachi, on a eu Kif Kif, on a eu Rachid O, l'écrivain Rachid O, il y a eu moi, il y a eu le mouvement Aswat, LGBT, la revue gay marocaine en arabe, Aswat, LGBT. Et donc ces gens-là, y compris moi, on a donné, peut-être qu'on a préparé quelque chose. Donc pour l'instant, on n'a pas réussi à changer la loi. Parce que tout simplement, on n'est rien, on est des... vous dites que je suis très important pour vous. Mais pour plein de gens, je ne suis pas important du tout et je suis même quelqu'un de sale. Il y a plein d'écrivains au Maroc qui, par exemple, ne voudraient jamais être associés à moi jusqu'à aujourd'hui, ce genre de choses, mais on s'en fout. Donc, je ne suis pas important, je n'ai pas le pouvoir de changer, mais je continue de parler, je continue... Quand, par exemple, en France, on me passe ce genre de questions, j'essaie de donner une image juste. Or, depuis à peu près 5 ans, avec la multiplication des réseaux sociaux, Instagram et tout ça, on a vu arriver une nouvelle génération d'activistes qui sont des transgenres. Il y a le personnage de Adouma à Tanger. Tu connais Adouma. Alors, quelle que soit notre opinion sur lui, mais ce qu'il dit, ce qu'il exprime, la folie LGBT qu'il donne à voir et qui est suivie par des millions de gens, peut-être pour rire de lui, mais en même temps, elle existe. Il habite au Maroc. Il y a eu ici le personnage Ayoub, l'orphelin gay d'Agadir, qui a fait des choses aussi extraordinaires, qui ont été vues par des millions de gens. Et en ce moment, il y a le transgenre Sofia, qui habite à Istanbul et qui interpelle la société marocaine d'une manière incroyablement scandaleuse et inspirante. Donc je dirais que c'est ces gens-là qui sont en train en ce moment de faire bouger les lignes. Évidemment, le pouvoir ne veut toujours pas entendre tout cela. Mais juste pour vous rassurer, jamais je ne me tairai sur cette question. Donc, ce sont mes frères et
c'est mes sœurs, donc je suis avec eux pour toujours. Oui? Bueno, no tenemos tiempo para más, aunque hay más preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Merci beaucoup. Merci. Merci. Plaisir. Merci. Je t'embrasse.